Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie de nos sources. Alors aujourd'hui, on plonge dans une journée particulièrement chargée, le 27 avril 2026. Bonjour. Oui, une journée vraiment vertigineuse quand on regarde les documents de près. Vertigineuse, c'est le mot. En préparant cette discussion, je repensais à un concept d'ingénierie structurelle, vous savez, le test de charge extrême. Ah oui, quand on teste la résistance d'un pont, par exemple. Exactement. Le but, ce n'est pas juste de mettre un gros poids au milieu pour voir si ça tient. C'est d'appliquer plein de forces différentes, des torsions, des pressions, des vibrations sur différents points. Et ce, en même temps. Tout à fait. Et en général, la structure ne se dégrade pas petit à petit. Voilà. À un moment très précis, toutes ces forces créent une espèce de résonance et boum, tout cède d'un seul coup. Et en parcourant nos documents sur cette journée du 27 avril, j'ai eu exactement cette impression-là. C'est une excellente métaphore. On voit bien que l'architecture de la géopolitique mondiale est en train de subir son propre test de charge. C'est ça. On est face à une convergence de crises majeures. On a d'un côté un acte de violence politique sans précédent au sommet de l'État américain, Oui, de l'autre une impasse nucléaire qui paralyse le Moyen-Orient, et enfin un système économique qui répercute ces ondes de choc jusqu'à littéralement clouer des avions au sol en Europe. c'est impressionnant de voir comment tout s'enchaîne. Donc, décortiquons tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de relier les points, de comprendre comment la défaillance d'un système à un endroit précis va transférer une pression totalement insoutenable sur tout le reste du réseau international. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment d'observer ces dynamiques de transfert. Les sources qu'on a sous les yeux dépeignent un contraste assez frappant. Comment ça? Eh bien, d'un côté, on a une faille critique dans le système de sécurité intérieure de la première puissance mondiale, les États-Unis, et en même temps, de l'autre côté, on a des manœuvres diplomatiques massives qui continuent de tourner à l'international, comme si de rien n'était. Oui, les choses ne se passent pas en vase clos. Exactement, une vulnérabilité qui s'expose à Washington, ça modifie à la seconde même les calculs stratégiques à Téhéran ou à Moscou. C'est pas juste une journée de mauvaises nouvelles, c'est une reconfiguration des rapports de force, en temps réel. Et pour bien saisir cette vulnérabilité, il faut commencer par l'événement déclencheur. L'onde de choc initiale, c'est bien sûr cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. Un événement majeur, oui. Les rapports sont très clairs là-dessus. L'attaque a eu lieu à Washington, D.C., alors qu'il recevait des visites à la Maison-Blanche en tant qu'ancien président. Et tout ça en marge du fameux dîner des correspondants. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, oui, un événement ultra médiatisé. Et ultra sécurisé. Le tireur, identifié comme Cole Thomas Allen, a ouvert le feu. Et c'est là que la mécanique de l'événement me pose un vrai problème. Au niveau de la sécurité, Mais oui, le dîner des correspondants, c'est pas un déplacement improvisé. C'est statique, c'est planifié des mois à l'avance. C'est un peu comme si, je sais pas, comme si la porte du coffre-fort de la banque la plus sécurisée au monde avait été laissée grande ouverte pendant une convention de sécurité. c'est une bonne comparaison, oui. Comment un individu armé peut-il contourner les périmètres du secret de service, une agence qui a des ressources quasiment illimitées? On imagine souvent le tireur isolé, qui a juste un coup de chance, mais les écrits de Cole Thomas Allen suggèrent que c'était très prémédité. C'est le point central de cette défaillance. Le secret de service, normalement, fonctionne avec une doctrine de cercle concentrique. C'est-à-dire? Eh bien, plus vous vous approchez de la cible, plus le filtre est serré. Ça combine du renseignement humain, de la surveillance électronique, des barrières physiques. Mais les écrits d'Allen montrent une préméditation très méticuleuse. Et ça, pour la sécurité institutionnelle, c'est le pire scénario. Parce que ça veut dire qu'il a étudié leurs failles. Exactement. L'assaillant a dû étudier la doctrine de protection elle-même. Il a probablement repéré les angles morts entre, disons, la police de Washington et les agents fédéraux. Ou alors, il a observé les heures de relève. Mais avec toute la technologie dont on dispose aujourd'hui, la reconnaissance faciale, les drones, les algorithmes prédictifs, j'ai un mal fou à comprendre comment un seul humain peut déjouer un filet technologique aussi dense. C'est le paradoxe de la sécurité moderne. Est-ce qu'on ne se repose pas trop sur la technologie, justement, au détriment du renseignement humain classique L'analyse post-crise montre souvent ça, oui. La technologie est incroyable pour créer un périmètre hermétique contre des menaces connues ou des comportements erratiques. Mais elle repose sur des algorithmes. Donc si vous ne déclenchez pas l'algorithme, Voilà.
Si un acteur planifie son action en se fondant complètement dans le décor, s'il a un comportement totalement normal jusqu'à l'ultime seconde, le système devient aveugle. Ah ouais, c'est effrayant. Ça expose la symétrie du problème. D'un côté, un dispositif massif et standardisé, et de l'autre, une menace adaptative, sur mesure. Et c'est justement l'exposition publique de cette faille qui ébranle toute la perception de stabilité aux États-Unis. Et cette instabilité, elle crée un problème diplomatique immédiat. Parce que, tenez-vous bien, quelques heures à peine après cette fusillade, la Maison-Blanche a maintenu l'accueil officiel du roi Charles III et de la reine Camilla. Oui, le calendrier diplomatique n'a pas bougé. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour ne pas dire surréaliste. Imaginez la scène. Maintenir un protocole monarchique, échanger des poignées de main royales avec les sourires de rigueur, dans un bâtiment qui gère les suites d'une fusillade. C'est presque un aveuglement volontaire, non? On pourrait le voir comme ça, en effet. Je veux dire, ça donne l'impression d'une posture déconnectée de la réalité. Faire parader des dignitaires étrangers dans une zone dont la sécurité vient de s'effondrer, ça défie le bon sens. D'un point de vue logistique et sécuritaire, oui, c'est un cauchemar absolu pour les équipes sur place. Mais d'un point de vue géopolitique, c'est tout simplement un impératif. Un impératif de prendre un tel risque. Oui, parce que l'appareil d'État est face à un choix binaire. Soit ils annulent ou reportent la visite, et là, c'est un aveu de paralysie. Ça envoie le signal qu'un seul tireur a le pouvoir de dicter l'agenda international de la première puissance mondiale. Ah, je vois. En diplomatie de crise, on ne cherche pas l'harmonie des apparences, on cherche à projeter l'autorité, à tout prix. Je comprends l'argument de la projection, mais la dissonance cognitive reste folle. On déroule le tapis rouge alors que les équipes du SWAT sont peut-être encore en train de sécuriser la rue d'à côté. C'est une façade. C'est une façade, mais une façade nécessaire. Mais les autres pays le savent. Leurs services de renseignement voient bien que la situation est instable. Quel est l'intérêt de jouer cette pièce de théâtre? L'intérêt, c'est le narratif de la fameuse continuité de l'État. La monarchie britannique, c'est le symbole même de la permanence à travers les crises. C'est vrai, ils en ont vu d'autres. Donc associer le gouvernement américain à cette image de permanence, pile à ce moment-là, c'est une manœuvre de communication brillante. Le but, c'est de rassurer les marchés financiers et les alliés de l'OTAN. Et de montrer aux adversaires que la machine ne s'arrête jamais. Exactement. C'est une démonstration de force par le protocole. Une démonstration bien nécessaire, parce que pendant que Washington éteint cet incendie intérieur, un autre dossier brûlant exige toute leur attention. Le Moyen-Orient. Voilà, les sources parlent d'une impasse totale sur le programme nucléaire iranien et sur le contrôle du détroit d'Ormuz. Une situation très tendue. Pour résumer ce que disent les documents, Téhéran propose de rouvrir et de garantir le trafic maritime dans le détroit, qui est crucial pour le pétrole mondial, mais en échange, ils veulent la levée des sanctions américaines. Un marchandage classique, mais risqué. Et Trump refuse catégoriquement, il exige des concessions majeures et vérifiables sur le nucléaire iranien avant le moindre allègement. C'est un peu une partie de poker à l'échelle planétaire, non? Oui, et les mises sont extrêmement hautes. L'Iran utilise carrément l'économie mondiale comme jeton de mise avec ce détroit et Washington refuse de se coucher sur la question nucléaire. Si l'on relie cela à la situation globale, on voit bien les mécanismes de pression à l'œuvre. Les États-Unis utilisent l'arme de l'étranglement économique. Le but, c'est de rendre le coût du programme nucléaire tellement insoutenable que le régime iranien finira par s'effondrer ou céder. Et la réponse de l'Iran? Téhéran réplique avec l'arme de la géographie stratégique. En menaçant le détroit d'Ormuz, l'Iran transpose la douleur de ses propres sanctions directement sur l'économie mondiale. C'est un système hydraulique sous très haute tension. Washington appuie d'un côté avec les sanctions, mais le fluide cherche toujours la voie de moindre résistance. Et cette voie de moindre résistance, elle a un nom. La Russie. D'après nos sources, Téhéran ne capitule pas. Il se rapproche stratégiquement de Vladimir Poutine. La Russie devient en quelque sorte leur soupape de sécurité. Tout à fait. Et ce rapprochement, ce n'est pas juste une entente diplomatique de façade. C'est la création d'un écosystème parallèle. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Eh bien, ça passe par des systèmes bancaires qui contournent le réseau SWIFT, qui est dominé par l'Occident. Ça veut dire aussi du troc à très grande échelle. L'Iran fournit son expertise en drones et en armement léger. Et en échange, la Russie fournit de la technologie lourde ou des ressources. Donc les sanctions américaines deviennent inutiles? En grande partie, oui. En refusant de transiger sur Hormuz, Washington pousse finalement l'Iran à s'intégrer totalement dans un bloc alternatif avec Moscou. Ce qui voudrait dire que l'outil numéro 1 de la politique étrangère américaine, la sanction économique, est en train de perdre toute son efficacité. Si les pays sanctionnés créent leur propre circuit fermé, la sanction est caduque?
C'est le grand risque pour l'Occident, effectivement. Et les conséquences de cette impasse, elles ne restent pas confinées au salon feutré de la diplomatie. Nos documents montrent un effet domino immédiat sur l'économie réelle. Ah, les marchés de l'énergie. Voilà, le maintien des tensions autour d'Ormuz fait littéralement flamber le prix du pétrole. C'est la traduction mathématique de l'incertitude. Les marchés n'attendent pas qu'un bateau coule. Ils anticipent les coûts de sécurisation, la hausse des assurances pour les armateurs et la peur que l'offre globale s'effondre. Et ce qui m'a le plus frappé dans les sources, c'est la rapidité de l'impact. En France, cette hausse du brut s'est répercutée tellement vite sur le prix du kérosène que des compagnies aériennes ont dû annuler des vols. Oui, des vols commerciaux cloués au sol. C'est ça le vrai raccourci de la mondialisation. Un mardi matin, votre vol au départ de Paris ou de province est annulé, non pas à cause d'une grève ou d'une panne, mais parce que Washington et Téhéran refusent un compromis sur de l'uranium à l'autre bout du monde. C'est fascinant de voir cette chaîne de causalité. Le secteur aérien fonctionne en flux très tendu. Le carburant, c'est leur dépense principale. Si le kérosène explose, certaines lignes deviennent déficitaires à la seconde même, donc ils annulent. Tout est interconnecté. Oui, mais au-delà du prix de l'essence ou des billets d'avion, cette focalisation extrême des grandes puissances sur l'axe Washington, Moyen-Orient, Moscou a un coût caché. Le coût d'opportunité diplomatique. Exactement. La tension mondiale n'est pas illimitée. C'est ce qu'on appelle la bande passante diplomatique. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur la sécurité de Trump et les navires dans le Golfe, d'autres crises sont laissées dans l'ombre. Et elle s'aggrave. Nos sources mentionnent par exemple des incendies majeurs en Géorgie et aux États-Unis. On parle aussi de fortes tensions sociales en France, notamment à Breil-sur-Roya, au moment même où le président Macron se déplaçait en Andorre. Oui, des crises locales qui passent au second plan. Mais sur le plan international, ce qui est le plus alarmant, ce sont les mentions de la crise au Mali et de la situation humanitaire à Gaza. Et ces deux dossiers souffrent terriblement de ce déficit d'attention. Si on prend le Mali, gérer une crise sahélienne demande une coordination permanente entre les pays africains, l'Europe, l'ONU. Mais si les États-Unis sont paralysés par leur crise institutionnelle et le risque de guerre avec l'Iran, Eh bien, les médiations s'effondrent. Les résolutions à l'ONU sont repoussées. Les budgets d'aide sont gelés. Et sur le terrain, les groupes armés profitent de ce vide pour avancer. c'est une paralysie par saturation. Et pour Gaza, d'après les rapports, c'est la même logique. Pour avancer sur des négociations, là-bas, il faut l'implication du sommet de l'État américain. C'est indispensable. Mais si la Maison-Blanche gère en même temps une tentative d'assassinat dans ses murs et une crise nucléaire, le moteur diplomatique s'arrête. Et cette inertie, sur le terrain, elle se compte en vies humaines. C'est une lecture très pragmatique, mais très juste des institutions internationales. Quand la charge mentale et politique des décideurs dépasse un certain seuil, le système global passe en mode survie. Ils ne gèrent plus que les urgences absolues. Voilà. Ils abandonnent toute stratégie à long terme sur les autres fronts. Et ça rend la chronologie de ce 27 avril vraiment instructive. On part d'un agent de sécurité qui aurait peut-être relâché son attention à Washington. Un petit grain de sable. Ça oblige la Maison-Blanche à instrumentaliser la royauté britannique pour garder la face. Pendant ce temps, ils perdent leur capacité de négociation face à l'Iran, ce qui pousse Téhéran dans les bras de la Russie. Et ça bloque Hormuz. Ce qui bloque Hormuz, ce qui fait flamber le pétrole, ce qui immobilise des avions en France, tout ça pendant que des régions entières en Afrique ou au Moyen-Orient s'enlisent parce qu'il n'y a plus de médiateurs disponibles. L'interdépendance est radicale. Il n'y a plus de crise purement locale. C'est évident. Mais ça soulève une question beaucoup plus sombre sur l'avenir des conflits. Si on regarde l'axe Moscou-Téhéran, ils observent toutes ces séquences à la loupe. Que voulez-vous dire ? Eh bien, si une simple faille sécuritaire à Washington suffit à saturer tout l'appareil diplomatique occidental, Oh, je vois où vous voulez en venir. il est très probable que ces puissants adverses commencent à synchroniser leurs propres offensives militaires ou diplomatiques en se basant sur nos cycles de vulnérabilité. Ah oui, c'est une pensée redoutable. Ça veut dire qu'ils pourraient intégrer nos propres crises intérieures dans leur calendrier militaire. Exactement. Donc, si on a une élection très tendue, une crise institutionnelle ou un scandale sécuritaire majeur en Occident, ce ne serait plus une coïncidence de voir un blocage maritime ou une offensive militaire éclater au même moment, Ce serait calculé pour frapper pile au moment où notre bande passante diplomatique est à jour. pour neutraliser toute réponse coordonnée avant même qu'elle ne commence. C'est effrayant, mais tellement logique. C'est la nouvelle réalité stratégique.
Et ça nous rappelle à quel point l'actualité est une toile dense. On tire un petit fil, comme un rapport de police aux États-Unis ou le prix d'un baril, et c'est toute l'architecture du monde qui vibre. En tout cas, éclairer ces mécanismes invisibles, ça change vraiment notre façon de lire l'information. C'était le but, oui. Merci pour cette analyse fascinante. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette réflexion. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouveaux documents. À Au bientôt, revoir avec Aflac. un radio gratuit.